Zone joue à l'aube. Les couloirs de pierre de la conciergerie sont encore humides de froid. Les clés de fer s'entrechoquent, lentes et méthodiques, tandis qu'un gardien déverrouille la dernière porte. On peut presque l'entendre avant de la voir. Le bruit feutré des cheveux qui tombent au sol. Des mèches blond pâles, presque blanches, coupées non par pitié, mais par nécessité. Dehors, une foule commence déjà à se rassembler. Certains murmurent, d'autres attendent en silence, affamés de ce qui va suivre. Elle se tient là sans couronne, sans soi, sans nom. Plus une reine, plus même Marie-Antoinette. Juste un corps préparé pour la mort. L'air sent la pierre humide et la sueur. Chaque mouvement est observé. Chaque respiration est comptée. Elle sait que ce moment n'est pas le début de la fin. C'est la fin d'un long processus commencé, des mois plus tôt, lorsque l'humiliation a remplacé la justice et que la cruauté a pris le masque de la loi. Pouvez-vous imaginer savoir que vous avez été détruite bien avant que la lame ne tombe? Et pourquoi ont-ils eu besoin de la briser si complètement avant de lui permettre de mourir? Pour comprendre ce qui est arrivé à Marie-Antoinette avant la guillotine, il faut d'abord entrer dans la France de 1793. Ce n'était pas la révolution romantique des tableaux et des slogans. C'était la phase que les historiens appelleraient en plus tard la terreur, une période où la peur est devenue une politique et où la suspicion a remplacé la preuve. La monarchie était tombée, mais la nouvelle république était fragile, paranoïaque et désespérée de prouver sa légitimité morale. Pendant des années, Marie-Antoinette a existé dans l'imaginaire collectif comme un symbole plutôt que comme une personne. Les pamphlets la présentaient comme dépensière, étrangère, corrompue. L'Autrichienne, l'appelait-on, rappel constant qu'elle ne serait jamais vraiment française aux yeux de la foule. Bien avant son arrestation, la propagande avait déjà préparé le terrain. Le peuple avait été entraîné non seulement à la haïr, mais à avoir besoin de sa chute. Les manuels d'histoire décrivent souvent la Révolution française comme un triomphe de la liberté sur la tyrannie. Et à bien des égards, c'était le cas. Mais les révolutions ne survivent pas uniquement grâce aux idéaux. Elles survivent en désignant des ennemis. La République avait besoin d'une preuve visible que l'ancien monde était mort, et le corps de Marie-Antoinette devint la scène sur laquelle cette preuve allait être jouée. Après l'exécution de Louis XVI, elle n'était plus une reine, ni même une figure politique. On la rebaptisa Veuve Capet, dépouillée de son identité, dépouillée de sa dignité. Ses enfants lui furent retirés un à un. Ses lettres furent confisquées, ses paroles surveillées. Elle fut transférée de l'isolement relatif de la prison du Temple à la conciergerie, un lieu que le peuple appelait l'antichambre de la mort. La conciergerie n'était pas conçue pour la réhabilitation ni pour la réflexion. Elle était conçue pour effacer. Les prisonniers y entraient en sachant que la plupart n'en ressortiraient jamais vivants. Des murs de pierre humides, des paillasses infestées d'insectes, des gardiens qui observaient de même lorsque les détenus dormaient ou se changeaient. Toute notion d'intimité y était totalement abolie. À ce stade, le sort de Marie-Antoinette était déjà scellé. Le procès qui l'attendait n'était pas destiné à déterminer sa culpabilité. Il était destiné à expliquer au public pourquoi sa destruction était nécessaire. La question devient alors inévitable. Si le verdict était déjà écrit, à quoi servait cette souffrance? Et pourquoi la Révolution avait-elle besoin de son humiliation avant de pouvoir accepter sa mort? La chute de Marie-Antoinette ne s'est pas produite en un seul instant. Ce ne fut ni la prise du palais, ni le bruit de la guillotine. Ce fut un processus lent, méthodique, conçu pour démanteler son identité pièce par pièce. Le pouvoir ne lui a pas simplement été retiré. Il lui a été désappris, arraché à son corps par la routine, la surveillance et l'humiliation. Lorsqu'elle fut transférée de la prison du Temple à la conciergerie en août 1793, le message était sans équivoque. Le Temple avait été une cellule de détention. La conciergerie était une salle d'attente pour l'exécution. Les prisonniers l'appelaient le vestibule de la mort. Ceux qui y entraient en ressortaient rarement. Sa cellule était petite, humide et constamment éclairée. Des gardiens se tenaient à quelques pas seulement, jour et nuit. Il n'y avait ni rideau, ni écran, ni le moindre instant d'intimité.
Même lorsqu'elle se changeait ou se lavait, elle était observée. Non parce qu'elle représentait une menace, mais parce que le contrôle lui-même était devenu la punition. Le corps féminin, autrefois entouré de couches d'étiquette et de distance, était désormais entièrement exposé à l'État. On ne l'appelait plus par son nom. Marie-Antoinette avait été effacée. Reine était interdit. Les documents officiels ne la désignaient plus que comme veuve Capet, une fiction juridique destinée à la couper en un seul geste de l'histoire, du mariage et de la souveraineté. Le langage lui-même était devenu une arme. Sans titre, sans lignée, sans passé, elle pouvait être remodelée selon les besoins de la Révolution. Son apparence fut délibérément transformée. Les robes élaborées, les corsets et les perruques poudrées disparurent. On lui donna des vêtements blancs simples, identiques à ceux des autres prisonniers condamnés. Ses cheveux, autrefois objets de caricature et d'obsession, devinrent blancs sous l'effet du stress et de l'isolement. Plus tard, il serait la coupé court, non par compassion, mais pour garantir que la lame tomberait sans entrave. Mais le coup le plus dévastateur ne fut pas physique. Il fut maternel. Son fils, Louis-Charles, lui fut arraché et placé sous le contrôle de gardiens révolutionnaires. On ne lui dit pas où il était détenu. On ne lui permit pas de le voir. Elle entendait des rumeurs sur son traitement, sans aucun moyen de les vérifier. Sa fille lui fut retirée peu après. Marie-Antoinette, accusée pendant des années d'être une mère négligente et frivole, fut désormais transformée de force en une femme sans enfant. Cette séparation n'était pas accidentelle, elle était stratégique. Une femme isolée peut être brisée, une mère isolée peut être détruite. Chaque lettre qu'elle écrivait était interceptée. Chaque mot qu'elle prononçait était consigné. Même le silence était interprété comme une preuve de culpabilité. Les gardiens notèrent sa posture, ses expressions, son ton. Elle existait sous une interprétation constante, comme si sa simple présence était une confession en attente d'être décodée. Vous pourriez vous demander pourquoi un tel niveau de contrôle était nécessaire. Elle était déjà emprisonnée, elle était déjà privée de tout pouvoir. Mais les révolutions, comme les monarchies, comprennent la force du symbole. Exécuter une reine ne suffisait pas. Il fallait d'abord la défaire. Le public ne devait pas voir une martyre, mais une figure diminuée, quelqu'un dont la souffrance justifierait la violence à venir. Au moment où son procès fut annoncé, Marie-Antoinette vivait depuis des semaines dans un état de siège psychologique. Privation de sommeil, privation sensorielle, privation affective. Son corps était encore en vie, mais son existence sociale avait été méthodiquement effacée. Et ce n'était que la préparation. Car ce qui l'attendait dans la salle du tribunal n'était ni la justice, ni même l'accusation au sens traditionnel. C'était quelque chose de bien plus calculé. Une mise en scène destinée à achever ce que l'emprisonnement avait commencé. La question devient alors plus aiguë. Si la prison lui avait arraché son identité, que comptait lui arracher le procès ensuite? Le procès de Marie-Antoinette s'ouvrit le 14 octobre 1793. À ce stade, l'issue ne faisait plus aucun doute. La salle du tribunal révolutionnaire n'était pas un lieu de délibération, c'était une scène. Et toute scène exige un scénario, un antagoniste et un public prêt à applaudir la fin. Elle entra dans la salle pâle, visiblement affaiblie par des semaines de détention. Les témoins notèrent à combien elle avait changé. Sa posture demeurait droite, mais son corps portait les marques de l'épuisement. Ce n'était pas un hasard. Une figure brisée se condamne plus facilement qu'une figure défiant encore l'ordre établi. La Révolution ne voulait pas d'une reine debout. Elle voulait la preuve que l'ancien monde était déjà en décomposition. Les chefs d'accusation furent molus à voix haute, longs et volontairement flous. Trahison, complot avec des puissances étrangères. Dilapidation du trésor, atteinte à la nation. Aucun de ces crimes n'était étayé par des preuves concrètes. Il n'en avait pas besoin. Dans un climat dominé par la peur, la vraisemblance comptait davantage que la vérité. Le public avait été conditionné pendant des années à associer son nom à la trahison. Puis vint l'accusation qui fit taire la salle. Elle fut accusée d'inceste, d'avoir corrompu son propre fils. Ce n'était pas un argument juridique. C'était une arme psychologique.
L'accusation fut introduite tard dans la procédure, presque avec désinvolture, comme s'il ne s'agissait que d'un élément supplémentaire dans une longue liste. Mais son objectif était précis. Il ne s'agissait pas de la détruire en tant que figure politique, mais en tant que mère et en tant que femme. Si la foule pouvait croire cela, alors aucune pitié ne serait jamais réclamée. Toute compassion deviendrait impossible. Son fils, un enfant déjà brisé par la séparation et la manipulation, avait été contraint de signer des déclarations rédigées par ses geôliers. On lui apprenait quoi dire. Il était récompensé lorsqu'il obéissait, puni lorsqu'il hésitait. Les mots qui lui furent attribués furent lus à haute voix au tribunal, comme s'il portait une autorité morale incontestable. Marie-Antoinette écouta en silence. Lorsque le président du tribunal exigea une réponse, elle ne parla pas immédiatement. Puis elle s'adressa non pas au juge, mais aux femmes présentes dans la salle. Elle n'invoqua pas la loi, mais l'humanité partagée. Elle rappela que la nature elle-même se révolte face à une telle accusation, qu'un lien maternel ne devrait jamais être profané par la politique. Pendant un bref instant, l'atmosphère changea. Même parmi ceux qui la haïssaient, un malaise se fit sentir. Des murmures parcoururent la salle. Certains témoignages ultérieurs affirmèrent que le public avait été visiblement ébranlé. L'accusation était allée trop loin, mais ce moment passa rapidement. Les révolutions ne reculaient pas, une fois une ligne franchie. Réti. À partir de ce moment, le procès s'accéléra. Les témoins de la défense furent écartés. Les interruptions se multiplièrent. Le jury, choisi pour sa loyauté idéologique plutôt que pour son impartialité, délibéra toute la nuit. Le verdict fut annoncé aux premières heures du matin. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Condamné à mort par la guillotine. Personne dans la salle ne parut surpris. Le procès avait duré moins de 2 jours, mais les dommages qu'il infligea ne pouvaient se mesurer en heures. Marie-Antoinette avait été publiquement dépouillée de la dernière identité qui lui restait. Ni reine, ni épouse, même plus mère, seulement un monstre. Et lorsqu'un être humain est transformé en monstre dans l'imaginaire collectif, le fait de le tuer ne ressemble plus à de la violence. Cela ressemble à un acte de purification. La Révolution avait accompli quelque chose d'essentiel. Elle avait appris à la foule non seulement qu'elle devait mourir, mais qu'elle devait d'abord souffrir. Alors posez-vous la question. Si le procès n'avait jamais été une quête de vérité, quelle était réellement sa fonction? Et pourquoi son corps, plus que ses actes, est-il devenu le centre du spectacle? Bien avant que la lame ne soit aiguisée, le corps de Marie-Antoinette était déjà devenu un champ de bataille. Dans la France révolutionnaire, l'exécution ne commençait pas avec la mort. Elle commençait avec les images, des pamphlets, des chansons, des caricatures vendues au coin des rues, transmises de main en main. La Révolution avait compris quelque chose d'ancien et de dangereux. Si l'on contrôle la manière dont un corps est vu, on contrôle la façon dont sa destruction est justifiée. La présence physique de Marie-Antoinette devint le centre de cette campagne. Pas ses décisions, pas ses politiques, son corps. Les artistes la représentaient comme grotesque et prédatrice, très exagérée, bouche béante, posture déformée, destinées à suggérer l'excès sexuel et la corruption morale. Ces images n'étaient pas subtiles. Elles visaient le dégoût, non le débat. Le message était clair. Ce n'était pas une femme digne de compassion. C'était une créature qu'il fallait éliminer. Pendant des années, elle avait été accusée de dépravation sexuelle, sans la moindre preuve. Des amants inventés, des liaisons imaginées. Chaque rumeur nourrissait la suivante. Pendant la Révolution, ces insinuations se durcirent pour devenir des vérités admises. Le corps de la reine n'était plus privé, ni même humain. Il était devenu un objet public, interprété et jugé sans fin. Et cela comptait profondément. Les exécutions politiques risquent toujours de produire des martyrs. Mais les monstres moraux n'inspirent pas la loyauté. En saturant l'espace public de caricatures obscènes, la Révolution s'assura que sa mort paraîtrait nécessaire plutôt que tragique. La violence, lorsqu'elle est précédée par la déshumanisation, semble propre. Les accusations d'inceste jouèrent un rôle central dans cette transformation.
Elle fusionnait sexualité, maternité et trahison en une seule image insupportable. Même ceux qui doutaient de la véracité de l'accusation en absorbaient l'impact émotionnel. L'idée persistait, et une fois implantée, elle accomplissait son travail en silence, érodant tout réflexe de pitié. On pourrait se demander pourquoi une telle extrémité était nécessaire. Elle était déjà condamnée. Le verdict était acquis. Pourquoi poursuivre l'assaut? Parce que les révolutions sont fragiles. Elles craignent le retour en arrière. Elles craignent le doute. Et le doute commence souvent par l'empathie. Si la foule avait vu en Marie-Antoinette une femme souffrante, des questions auraient pu surgir. Si on lui avait accordé la dignité, la comparaison avec la violence du nouveau régime serait devenue inévitable. Alors, la dignité devait être entièrement détruite. Son corps vieillissant, affaibli par l'enfermement, fut tourné en dérision. Ses cheveux blancs devinrent la preuve de la décadence. Son silence fut présenté comme de l'arrogance. Même sa retenue fut interprétée comme une preuve de culpabilité. Chaque lecture possible était orientée vers la même conclusion. Le corps féminin, surtout lorsqu'il est associé au pouvoir, a depuis longtemps été traité comme quelque chose qui doit être contrôlé, corrigé ou puni. Marie-Antoinette devint le réceptacle parfait de cette tradition. Elle incarnait l'étrangeté, la féminité, l'autorité. Tout était concentré en une seule figure, incapable de se défendre. Dans les jours qui précédèrent son exécution, les foules ne se rassemblèrent pas par simple curiosité, mais par attente. Elles avaient déjà consommé sa destruction à travers les images et les récits. Ce qui restait n'était que la confirmation physique d'un processus qu'elles croyaient déjà achevé. Au moment où on la fit sortir de sa cellule, beaucoup ne virent plus une personne marchant vers la mort. Ils virent un symbole qu'on retirait, une souillure qu'on effaçait, un corps rattrapant enfin le récit construit autour de lui. Et c'est peut-être là la vérité la plus terrifiante. La guillotine n'a pas réduit Marie-Antoinette au silence. La propagande l'avait déjà fait. Son corps ne lui appartenait plus. Il appartenait à l'histoire que la Révolution devait raconter. Ce qui conduit à la dernière question de cette descente. Si son identité, sa maternité et même son corps lui avaient été arrachés, que restait-il lorsqu'elle fit enfin face à la lame? Au moment où Marie-Antoinette fut condamnée, l'exécution avait déjà eu lieu, simplement pas de la manière dont l'histoire la raconte habituellement. La lame n'était pas encore tombée, mais la femme qui allait la rencontrer avait été méthodiquement vidée de tout ce qui la définissait autrefois. Ce qui demeurait n'était ni la défiance, ni l'espoir, mais une conscience silencieuse qu'il n'y avait plus rien à perdre. Dans ces derniers jours, son monde se réduisit à quelques mètres carrés de pierre. La lumière entrait brièvement dans la cellule, filtrée par des barreaux de fer, puis disparaissait. Le sommeil venait par fragments. Les gardiens ne partaient jamais. Même le chagrin était surveillé. Lorsqu'elle apprit que son fils avait été contraint de témoigner contre elle, il n'y eut aucun moment privé pour s'effondrer, aucun espace pour pleurer. Le système ne craignait pas ses larmes. Il craignait ce que ces larmes pourraient éveiller chez les autres. L'exécution psychologique fonctionne par répétition. Les mêmes murs, les mêmes visages, le même silence. Jour après jour, Marie-Antoinette était rappelée à l'inutilité de toute résistance. Les appels restaient sans réponse. Des rumeurs de clémence circulaient, puis disparaissaient discrètement. L'espoir lui-même devenait un instrument de punition supplémentaire. Et pourtant, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce simple mot, prononcé dans les toutes dernières secondes de sa vie, révèle la cruauté la plus profonde de ce qui lui avait été infligé. Même après avoir été déshumanisée, accusée, dépouillée et exposée, elle continuait à se raccrocher à la civilité, à l'ordre social, au réflexe d'un monde qui n'existait déjà plus. La lame tomba, la foule réagit, et l'histoire poursuivit sa course. Mais si l'on regarde de plus près, l'horreur véritable ne se trouve pas dans l'instant de la mort. Elle se trouve dans les semaines qui l'ont précédée. Dans le démantèlement délibéré d'un être humain, si complet que, lorsque la mort arriva, l'acte lui-même semblait presque superflu. Marie-Antoinette n'est pas simplement morte sous la guillotine. Elle avait été préparée à mourir, ce qui impose une dernière confrontation,
Si une société décide que l'humiliation est nécessaire avant la justice, que dit cela de la justice qu'elle prétend défendre? On vous enseigne souvent à voir la Révolution française comme une rupture nette entre la tyrannie et la liberté. Une violence nécessaire. Une naissance douloureuse, mais juste de la démocratie moderne. Pourtant, lorsque l'on examine ce qui a été infligé à Marie-Antoinette avant la guillotine, ce récit commence à se fissurer. La mémoire populaire affirme qu'elle fut exécutée parce qu'elle était coupable. L'histoire révèle quelque chose de bien plus complexe. Ce qui s'est réellement produit n'était pas seulement une punition pour des crimes, mais un rituel public soigneusement orchestré, destiné à rassurer une société terrorisée. La Révolution ne s'est pas contentée d'éliminer un ennemi. Elle l'a transformé en spectacle, si complètement que remettre sa mort en question devenait immoral. Comparez cela à la manière dont le pouvoir s'effondre habituellement. Les rois sont renversés, les régimes chutent. Mais ici, la destruction ne suffisait pas. Sa souffrance devait être visible, prolongée, répétée. Le public devait assister à son humiliation comme preuve que l'ancien ordre était réellement mort. Plus la dégradation durait, plus la violence paraissait justifiée. Ce schéma n'est pas propre à la France. À travers l'histoire, les femmes associées à des structures de pouvoir déchues sont souvent punies différemment des hommes. Leurs corps deviennent des lieux de contrôle symbolique. Les accusations glissent de l'échec politique vers la corruption morale. La sexualité devient une preuve. La maternité devient une suspicion. Là où les hommes sont accusés de tyrannie, les femmes sont accusées de monstruosité. Le procès de Marie-Antoinette suit exactement cette logique. Son mari fut exécuté comme traître à l'État. Elle fut exécutée comme force corruptrice, comme contamination. La distinction est essentielle. Elle révèle à quel point le genre a façonné le sens de la justice révolutionnaire. Les conséquences dépassèrent largement sa mort. La normalisation de l'humiliation publique comme outil de purification morale transforma la culture révolutionnaire. Une fois la cruauté présentée comme une vertu, l'escalade devint inévitable. Les mêmes tribunaux qui condamnèrent Marie-Antoinette se retournèrent bientôt contre d'anciens révolutionnaires. La suspicion dévora la loyauté. Le spectacle exigea de nouvelles victimes, et le public s'adapta. Les foules apprirent à consommer la souffrance comme un devoir civique. À regarder non parce qu'elles étaient cruelles, mais parce qu'elles croyaient que la cruauté servait un objectif supérieur. C'est ainsi que la terreur se maintient. Non seulement par la violence constante, mais par la justification morale. Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est à quel point cette structure nous est encore familière. Aujourd'hui, des réputations sont détruites publiquement, bien avant qu'un verdict ne soit rendu. Les corps sont scrutés, les vies privées sont transformées en armes. La culpabilité est supposée par la répétition plutôt que démontrée par des preuves. Les outils ont changé, mais la logique demeure. L'humiliation de Marie-Antoinette nous enseigne une leçon glaciale. Lorsque la justice devient une mise en scène, la vérité devient accessoire. Et lorsque la vérité devient accessoire, n'importe qui peut être choisi comme prochaine cible. La guillotine a mis fin à sa vie, mais elle n'a pas mis fin au système qui exigeait sa souffrance. Ce système a survécu. Il s'est adapté. Il a appris à fonctionner sans l'âme. Ce qui vous laisse face à une question profondément inconfortable. Si l'humiliation précède encore la destruction aujourd'hui, à quelle distance sommes-nous réellement de l'échafaud que nous croyons avoir laissé derrière nous? Ce qui est arrivé à Marie-Antoinette avant la guillotine n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un avertissement sur la facilité avec laquelle la certitude morale peut se transformer en cruauté lorsqu'une société se convainc que la souffrance est nécessaire. Les révolutions promettent la justice, l'égalité et la libération. Mais elles héritent aussi de la peur. La peur des ennemis, la peur du retour en arrière. La peur que, sans preuve constante de rectitude morale, le nouvel ordre s'effondre. Dans cette peur, la retenue devient une faiblesse, la clémence devient une trahison, et l'humiliation devient un outil de gouvernement. L'épreuve de Marie-Antoinette révèle comment les systèmes justifient leurs excès en redéfinissant l'humanité. Une fois qu'elle fut réduite à un symbole de corruption, sa douleur cessa de compter.
Une fois que son corps fut présenté comme dangereux, le contrôler sembla vertueux. La Révolution ne se demanda pas si ces méthodes reflétaient ses idéaux. Elle se demanda seulement si ces méthodes produisaient l'obéissance. C'est la leçon que l'histoire enseigne rarement de façon explicite. L'oppression n'arrive pas toujours sous les traits évidents de la tyrannie. Parfois, elle se présente enveloppée dans un langage de justice, de purification, de nécessité. Lorsque l'humiliation est présentée comme une leçon morale, la frontière entre responsabilité et abus disparaît. Vous pourriez croire que cela appartient en toute sécurité au XVIIIe siècle. Mais regardez de plus près. Les sociétés modernes détruisent encore des individus avant même de décider de leur culpabilité. Les réputations sont démantelées publiquement. Les vies privées sont exposées et interprétées comme des preuves. Le silence est traité comme un aveu, l'émotion comme une manipulation. Une fois qu'un récit se fige, les faits peinent à survivre. La technologie a changé. Les mécanismes se sont accélérés. Mais la structure psychologique demeure identique. L'histoire de Marie-Antoinette impose une prise de conscience dérangeante. Le danger ne réside pas uniquement dans les régimes violents. Il réside dans la certitude collective, dans la conviction que, cette fois-ci, l'humiliation est justifiée, que cette personne-là la mérite, que les fins morales excusent les moyens cruels. Il existe également une leçon genrée qui ne peut être ignorée. Les femmes au pouvoir, ou même simplement proches du pouvoir, ont historiquement été punies non seulement pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles représentaient. Leurs corps deviennent des symboles. Leur moralité devient une propriété publique. Leur souffrance est esthétisée, moralisée et consommée. L'avenir dépend de la capacité des sociétés à reconnaître ce schéma assez tôt. À savoir si la justice peut résister à la tentation du spectacle. À savoir si la responsabilité peut exister sans déshumanisation. L'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle rime lorsque ces avertissements sont ignorés. Et les derniers mois de Marie-Antoinette nous rappellent quelque chose de profondément troublant. Une société ne devient pas cruelle d'un seul coup. Elle devient cruelle en se convainquant que la cruauté est méritée. La question n'est pas de savoir si nous sommes capables de refaire cela. La question est de savoir si nous saurons le reconnaître lorsque cela se produira. La mort de Marie-Antoinette est souvent retenue comme l'acte final d'une monarchie déchue. Mais ce que l'histoire oublie trop souvent, c'est le long processus délibéré qui l'a précédé. L'isolement, l'humiliation, la transformation progressive d'un être humain en symbole, que l'on pouvait détruire sans remords. Elle n'a pas été exécutée uniquement par une lame. Elle a été exécutée par un récit, par la répétition, par un système qui avait besoin de sa souffrance pour se sentir légitime. Ces histoires de contes parce qu'elles nous obligent à affronter une vérité inconfortable. La violence la plus dangereuse est souvent celle qui se croit juste. Lorsque l'humiliation devient acceptable, la justice perd silencieusement tout son sens. Si cette histoire vous a troublé, c'était son intention. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que l'histoire est simple. Laissez un commentaire avec vos réflexions ou des récits similaires, issus de votre propre culture. Et abonnez-vous à Ombre des Empires pour continuer à explorer les zones sombres et oubliées de l'histoire, qui façonnent encore le monde dans lequel nous vivons. Car ce souvenir n'est pas seulement une affaire du passé. C'est reconnaître l'avertissement avant qu'il ne devienne à nouveau familier.